Salam alaikum. Je vais vous parler aujourd'hui du nerf facial. Et comme nerf, nous allons suivre le plan suivant: introduction, anatomie descriptive, origine, trajet et terminaison. Nous allons parler ensuite des rapports, ses branches collatérales et terminales. On terminera par ses fonctions et les territoires d'innervation. Le nerf facial est le nerf de la mimique. Il assure l'innervation de l'ensemble des muscles sous-cutanés de la face. Ces muscles interviennent soit sur les orifices latéraux, bien pour exprimer la mimique, donc la joie, la tristesse et l'agressivité. C'est un nerf mixte, sensitivo-moteur et sensoriel, et assure l'innervation d'une partie de la langue. Et il est formé par deux parties, le set moteur et le set sensitif, bien l'intermédiaire de Heisberg, qui présente sur son trajet le ganglion géniculaire. L'anatomie descriptive présente une origine réelle et apparente au niveau du tronc cérébral. Ensuite, un trajet à l'intérieur de la boîte crânienne, donc intracrânien, et un trajet à l'extérieur de la boîte crânienne, extracrânien. Ensuite, une terminaison au niveau de trostylomastoïdien. Pour l'origine réelle, c'est les noyaux d'origine au niveau de plancher de quatrième ventricule. Donc, on a trois noyaux. Le premier, c'est le noyau le noyau moteur qui est responsable de l'énervation des muscles sous-cutanés de la face. Ensuite, ce noyau, la racine de ce noyau va emprunter un trajet intraprotubérantiel complexe. Donc, il fait le tour sur le noyau de 6. Ensuite, on a le noyau viscéromoteur. Il y a le noyau salivaire supérieur, responsable à l'innervation de la glande lacrymale nasale, submandibilaire et sublinguale. Un troisième nerf viscérosensitif, c'est la partie supérieure du tractus solitaire, responsable de l'innervation des deux tiers antérieurs de la langue. L'origine apparente, donc l'orifice ou bien le facial naît de la partie antérolatérale du sillon bulbopontique. L'intermédiaire de Heisberg sort en dehors de lui. Ensuite, on a le nerf vestibulo-cochléaire, bien la huitième paire des nerfs crâniens. Un trajet donc intracrânien et un trajet extracrânien. Le trajet intracrânien présente 6 segments. Donc, le premier, c'est un segment qui se situe à l'intérieur de la citerne ponto-cérébileuse, dans la fosse crânienne postérieure, bien l'étage postérieur du crâne. Ensuite, un trajet à l'intérieur de mi-acoustique interne pour pénétrer dans la partie pétreuse de l'os temporal, puis dans le rocher. Ensuite, dans le rocher, il est situé à l'intérieur d'un canal qui s'appelle le canal facial, puis l'aqueduc de Fallot. C'est un canal osseux intrapétreux, présente 3 segments. Un segment labyrinthique au niveau de l'oreille interne, un segment tympanique au niveau de l'oreille moyenne et un segment mastoïdien. Ensuite, il sort du crâne par le foramen stylomastoïdien. Donc un segment extratemporal. La terminaison, il se termine dans la glande parotide en 2 branches terminales, donc la branche temporo-cervicale, la branche temporo-faciale et la branche cervico-faciale. Les rapports, donc il présente le premier segment qui se situe dans la citerne ponto-cérébileuse. À ce niveau-là, le nerf est accompagné par le cochléo-vestibulaire. Donc les 2 nerfs sont entourés par une gaine pumérienne. Et dans cette partie-là, s'il y a une tumeur au niveau de l'angle ponto-cérébelleux, se manifeste par l'atteinte du 7
du 8 et du 5. Donc l'atteinte du 5 se manifeste par un trouble dans la mastication, l'atteinte du 8 par un trouble dans l'audition et le 7 donc une paralysie faciale. Donc dans l'angle ponto-cérébelleux, donc le nerf facial qui est accompagné par le nerf vestibulo-cochléaire est surmonté, bien sûr croisé par l'artère cérébelleuse supérieure. Donc il est en rapport en haut avec le nerf trigémaux et en bas avec les trois nerfs mixtes, donc le glossopharyngien, le vague et le spinal. Le segment méatal, donc à l'intérieur du méa acoustique interne, donc le nerf facial repose sur le nerf vestibulo-cochléaire. Donc le nerf vestibulo-cochléaire va former une gouttière dans laquelle repose le nerf facial. Ici, donc, le nerf facial est accompagné par l'artère labyrinthique, bien l'artère auditive interne. Le nerf facial constitue donc l'élément le plus antéro-supérieur. Donc, les autres éléments, donc on a les deux nerfs vestibulaires supérieurs et inférieurs et le nerf cochléaire. Au fond du conduit auditif interne, le nerf facial donc entame le canal facial à l'aqueduc de Fallope. Dans l'aqueduc de Fallope, on a trois segments. Le premier, c'est le segment labyrinthique au niveau de l'oreille interne. C'est un segment qui est horizontal par rapport à l'axe du rocher, une longueur de 4 mm. Il parcourt donc le canal facial derrière en avant et de dedans en dehors et se coude en arrière pour former le genou, le premier coude du nerf facial, ce qu'on appelle le genou. Donc au niveau du genou se trouve le ganglion géniculé, donc c'est un ganglion sensitif. Là se détache la première branche collatérale du nerf facial qui est le nerf grand pitre. Donc, le segment labyrinthique est situé entre la cochlée en avant et le vestibule en arrière. Le segment tympanique, dans l'oreille moyenne, bien la caisse du tympan, une longueur de 4 bien 10 mm. Au niveau de la paroi médiale de la caisse du tympan, de genou en avant jusqu'au coude en arrière. Donc le coude se situe sur la paroi postérieure de la caisse tympanique. Il est oblique en arrière et en dehors. Il est donc parallèle par rapport à l'axe du rocher. Ce segment fait saillie sur la paroi médiale de la caisse tympanique. Donc ça c'est la paroi médiale, la caisse du tympan, oreille moyenne. Le tympan, le marteau, l'enclume, l'étrier. Et voilà donc la face médiale. Donc il fait saillie sur la face médiale de la caisse tympanique. Donc dans ce segment, il est en rapport avec le conduit semi-circulaire latéral. Ici, donc ce segment est en rapport avec le conduit, le canal semi-circulaire latéral, ici le canal semi-circulaire supérieur et le canal semi-circulaire postérieur. Donc entre le conduit et le canal semi-circulaire latéral, en bas la cochlée et en avant la fenêtre ovale. Le segment mastoïdien, c'est le segment le plus long, donc il est vertical par rapport à l'axe du rocher, une longueur de 18 mm, et s'étend du coude jusqu'au la terminaison du nerf facial, au niveau de trocléomastoïdien, un trajet qui est vertical. Elles sont en arrière du canal de muscle stapédien.
Et c'est dans le processus mastoïde, il est entouré par les cellules mastoïdiennes qui sont des cellules remplies d'air. Donc cette portion est accompagnée par l'artère stylomastoïdienne. Le segment extratemporal, donc le nerf sordorogé par le foramen stylomastoïdien. Donc c'est un foramen qui se situe entre l'apophyse styloïde et l'apophyse mastoïde. Il croise la face latérale de l'apophyse styloïde entre les muscles, bien le ventre postérieur du muscle digastrique et le muscle stylo-hyoïdien, puis pénètre dans la glande parotide. Pour le collatéral, donc il va donner des nerfs intrapétreuses, il y a des branches intrapétreuses à l'intérieur de la pyramide pétreuse et des branches extrapétreuses. Pour les branches intrapétreuses, on a premièrement le nerf grand pétreux, c'est un nerf sécrétoire qui est né au niveau de, bien se détache du ganglion géniculé. Puis il va former avec des branches du nerf maxillaire, le 5-2, au niveau du ganglion ptylo-palatin, le nerf vidien. Ensuite, le nerf stapédien, responsable de l'innervation du muscle stapédien, bien le muscle étrier. Ensuite, on a la branche, bien la corde du tympan qui naît avant la terminaison du nerf facial, puis entre dans le canal de la corde du tympan, puis au niveau de l'oreille moyenne, la caisse du tympan, entre le marteau et l'onclet. Cette branche présente un intérêt chirurgical dans les interventions de l'oreille moyenne. Si elle est lésée, donc il va y avoir une perturbation dans la gustation. Cette branche traverse la fissure pétro-tympanique et s'anastomose avec une branche du nerf mandibulaire, la troisième branche terminale du nerf trigémaux, le nerf lingual. Les collatérales extrapétreuses sont surtout des collatérales motrices. On a les deux branches pour le muscle stylo-hyoïdien et pour le ventre postérieur du muscle digastrique, et des rameaux communiquant avec le nerf glossopharyngien et le nerf vague. Ensuite, il va donner un rameau auriculaire postérieur qui est responsable de l'innervation sensitive de la zone de Ramsay-Hunt. Les branches terminales, donc deux branches terminales. Donc la première, donc la tempofaciale, et la deuxième, donc la cervico-faciale. Donc la première va donner une branche temporale, une branche zygomatique et une branche bicale. Ce sont des branches motrices qui vont assurer l'innervation des muscles sous-cutanés de la partie supérieure de la face. Ensuite, la deuxième branche, la branche cervico-faciale, qui va donner une branche submandibulaire et une branche cervicale, assurant l'innervation des muscles sous-cutanés de la partie inférieure de la face et le platysme. Voyez une vue latérale de dissection de la face. Vous voyez ici donc les muscles sous-cutanés de la face, les branches, bien les deux branches terminales du nerf facial, donc la temporofaciale et la cervico-faciale. Trois branches pour la temporofaciale et deux branches pour la cervico-faciale. Donc, pour les territoires d'innervation, mais les fonctions, premièrement, une fonction motrice, c'est le nerf du deuxième arc bronchial. Donc, arc bronchial, il y a des arcs bronchiaux, c'est un appareil surajouté au niveau de la partie latérale de la face inférieure.
Donc le nerf facial assure l'innervation des muscles striés dérivés du premier arc bronchial, à savoir le muscle sous-cutané de la face. Donc c'est le nerf de la mimique. Ensuite, le muscle stylo-éoïdien et le ventre postérieur du muscle gastrique et le muscle stapédien. Je répète, ce sont les muscles striés dérivés du premier arc bronchial. Le deuxième arc bronchial. Le deuxième arc bronchial est innervé par le nerf facial. Le premier arc bronchial par le trigémon. Le deuxième par le facial, le troisième par le glossopharyngien et le quatrième, sixième par le nerf vague. La fonction sensitive sensorielle par l'intermédiaire du nerf de Weisberg, l'innervation sensitive du milieu acoustique externe, bien la zone de Ramsay-Hunt, donc le tympan, la paroi postérieure du conduit auditif externe, le milieu acoustique externe et la conque du tympan, pendant la conque du pavillon de l'oreille, et l'innervation gustative du 2/3 antérieur de la langue. Alors, l'innervation sensitive par du noyau moteur et l'innervation sensitive sensorielle, donc le sensitive bien le noyau ultractus solitaire sur l'innervation de zone de Ramsay-Hunt et les 2/3 antérieurs de la langue. La fonction sécrétoire, donc la sécrétion des glandes lacrymales, submandibulaires et sublinguales, et donc le noyau salivaire supérieur. Ensuite, les fissons qui vont emprunter le nerf grand pétreux qui va former au niveau du ganglion ptyloco-palatin avec des branches de nerf maxillaire, la deuxième branche du nerf trigémaux. Ensuite, vont assurer l'innervation des glandes donc lacrymales et nasales. Pour les glandes submandibulaires et sublinguales, donc la naissance bien l'origine de l'innervation de ces deux glandes, c'est au niveau de la partie supérieure du tractus solitaire, qui vont emprunter ensuite le nerf bien la corde du tympan et le nerf lingual, branche du 5-3. Donc, ils vont assurer l'innervation des glandes sublinguales et submandibulaires. Et pour la paralysie faciale, donc il faut distinguer la paralysie d'origine centrale qui intéresse donc la moitié inférieure de l'hémiface de la paralysie périphérique qui intéresse donc l'hémiface toute l'hémiface avec signe du Charles-Bell. La différence entre les deux, donc vous saviez que le noyau du nerf crânien emprunte le trajet du faisceau cortico-nucléaire qui est croisé au niveau du tronc cérébral. Donc là, la paralysie centrale se manifeste par l'atteinte de l'hémiface inférieure et l'atteinte périphérique, bien la paralysie périphérique se manifeste par l'atteinte de toute l'hémiface avec signe de Charles-Bell. C'est quoi le signe du Charles-Bell? C'est l'impossibilité de l'occlusion palpébrale à cause de la paralysie du muscle orbiculaire des paupières. Donc, c'est au niveau de la partie gauche de l'hémiface. Le syndrome de Ramsay-Hunt, c'est quoi? C'est la réactivation du virus de la varicelle
qui se manifeste au niveau de trajet du nerf auriculaire postérieur, qui est une branche extrapétreuse du nerf facial, qui se manifeste par des lésions au niveau de tympan, la paroi postérieure de conduit auditif externe et la conque du pavillon de l'oreille. Je vous remercie.